Ouais, vous devriez avoir un message. Disons que le... C'est bon, vous avez le message? Oui, Voilà. Bon, ben donc on va commencer. Alors, j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui. Ma première casquette, c'est la casquette de secrétaire de l'association Dita Molière. Et donc, je vais faire l'introduction un petit peu pour présenter Dita Molière et le contexte. Donc, Dita Molière, comme vous le savez certainement, c'est une association qu'on a créée en 2020 pour essayer de fédérer la communauté des utilisateurs de Dita. Et plus généralement, d'ailleurs, maintenant, on est sur la communauté des de rédacteurs techniques au sens un peu plus large. On déborde de Dita, on a des gens en S1000D, du Matcapflair, de différentes choses. On n'est pas, voilà, on n'est pas éclectique, on était très éclectique de ce côté-là. Donc le bureau est constitué d'un certain nombre de personnes, dont certaines sont autour de la table, donc Gaspard, Marine, Gaspard qui est notre président, Marine, notre trésorière et webmestre. Donc moi-même qui suis secrétaire, et puis donc Catel qui est là, John-Louis qui est là aussi, et puis d'autres qui ne sont pas là encore, ou pas là du tout, Dipo qui est maintenant le société RWS, Jean Bandron de Amexio, Carrie Jean qui est de, je ne sais plus comment s'appelle la boîte d'ailleurs, mais bon, et Jean-Luc de Compolize. Voilà. Donc ça, c'est le bureau qui essaie d'animer l'association. Donc avant d'arriver à ce qu'on va faire, un grand merci à nos sponsors. L'association fonctionne grâce à des sponsors. Donc on en a 6 sponsors pour l'instant. LanguageY, qui est une société de traduction spécialisée dans la documentation technique et dans DITA, donc que je représente. J'expliquerai un peu plus en détail. L'Université de Rennes, présentée par Catel ici, qui est donc formation en particulier autour du standard DITA, mais pas que. Componize, qui est un CMS au standard DITA, mais pas que. Expleo, qui est une société qui fait de la gestion de la documentation pour des tiers et de la rédaction pour des tiers au standard DITA, mais pas que. Euh, Fluid Topics qui fait des outils de delivery, des portails pour permettre aux utilisateurs de consommer la documentation qui a été produite. Donc, ils utilisent le standard DITA, mais là aussi, pas que, parce qu'ils agrègent les contenus de différentes sources. Et Amexio, qui est un intégrateur de solutions autour de la documentation, donc intégrateur qui intègre des CMS, des process, qui aident les clients à gérer le changement. Voilà, donc ça sont nos sponsors. Il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. Donc, on en a 3 certainement qui vont nous rejoindre au 1er janvier. Donc, ça fait des émules, ça permet à l'association de vivre. L'association vit aussi par ses membres, mais la principale source, c'est les sponsors. Donc, les sponsors, on ne diffuse pas les contacts, les noms des membres aux sponsors. Donc, si vous êtes intéressé et par des fonctions de ces sponsors-là, je vous conseille vous pouvez les contacter soit directement par le site web ou passer par notre site web à nous qui vous dirigera sur leur site web. Voilà. Donc, qu'est-ce que nos actualités, qu'est-ce qu'on a fait récemment ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait récemment? On a fait un Dita apéro à Paris où on a réunion, je ne sais pas combien de personnes il y avait, 10, 12 personnes, Marie, quelque chose comme ça. Donc, un afterwork autour de Dita des gens qui utilisent Dita pour se connaître un petit peu plus. On a fait la même tentative à Rennes avec un peu plus de malchance, puisqu'on est tombé sur une journée de grève. On devait le faire à l'université. L'université était bloquée, donc on a replanifié à un autre moment. On n'a pas trouvé une date correcte et donc on a annulé, mais ça va reprendre au printemps. Voilà, donc ça c'est le point. Sujet important, en 2026, janvier 2026, donc la prochaine conférence physique à Paris. Donc, commencer à planifier, commencer à venir. Donc, c'est notre 3e conférence. La première, on était 40 personnes. La deuxième, on était 60 personnes. On vise les 100 personnes. Donc avec des sujets intéressants. Donc on aura l'amphi de la banque, la BPI, je pense que ça veut dire Banque d'investissement, public d'investissement, je crois que ça doit vouloir dire, qui est un utilisateur de Dita et qui nous accueille dans ses locaux qui sont assez classe.
Euh, il y aura un sujet qui sera important. On aura la stratégie de contenu chez Airbus. Airbus Avion a retenu DITA pour bâtir sa stratégie de contenu. Donc, on va avoir la présentation un petit peu de pourquoi, comment ils y arrivent. Tout neuf aussi, on passe à l'international puisqu'on a une société hollandaise qui fabrique des convoyeurs pour les aéroports ou dans les systèmes de production. Il se trouve que c'est une Française qui dirige le département de documentation et nous présentera l'expérience d'utilisation d'ITA chez eux. Donc on travaille sur d'autres. On est intéressé par toute la communauté, les apports de la communauté. Donc, tous, vous êtes plus que les bienvenus. Si vous voulez présenter, venez présenter un petit peu votre expérience d'ITA. Ça peut être sous un angle particulier, ça peut être comment vous l'avez mis en œuvre, comment ça s'est mis en place, ou comment vous envisagez de le mettre en place, les difficultés, qu'est-ce que vous envisagez de faire. On n'est pas, faut pas être impressionné par le fait qu'il y a Airbus et des grands noms comme ça. L'an dernier, le sujet qui avait été le plus apprécié dans la conférence, c'était un sujet qui avait été présenté par Julie de Marport, qui était Marport, je crois qu'elle est toute seule, Julie, dans son équipe de documentation. Donc elle a présenté une solution qui a été la plus appréciée dans toute la conférence. Donc il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, vous êtes les bienvenus si vous voulez, si vous pouvez participer. Et donc après, dans nos actualités aussi, on a notre site d'ITA Molière. On a changé de logo récemment, on est passé sur un logo, comme vous voyez, un peu plus moderne et qui rappelle DITA. On a des articles au sujet du standard DITA qui se complètent petit à petit. Et on a, vous l'avez peut-être vu, une newsletter qui nous permet maintenant de communiquer un peu mieux avec la communauté. Donc voilà nos actualités, disons, récentes. Donc j'insiste beaucoup sur la conférence du 26 janvier. C'est des budgets de l'année prochaine, c'est à planifier. Donc commencez à planifier. L'an dernier, on avait pas mal de gens qui nous avaient dit qu'ils s'étaient pris au dernier moment et qu'effectivement les budgets n'étaient pas en place, ils n'avaient pas eu l'autorisation, ils n'avaient pas eu les points. Donc c'est un lundi, ça permet de communiquer, d'avoir passer le week-end à Paris, c'est une bonne occasion. Voilà. On espère vous y rencontrer très nombreux. Voilà pour l'introduction. Maintenant, je vais changer de casquette et changer de présentation. Passer sur l'autre présentation. Voilà. Et donc, me présenter sur l'autre casquette. Donc, je suis un vétéran de la documentation technique, un vétéran de la localisation, et un vétéran de l'intelligence artificielle. Ma première conférence que j'ai faite en 1989 était une conférence autour de l'intelligence artificielle. Donc, il y a des choses bon, ça a beaucoup changé, mais c'était déjà dans l'air du temps. Donc, j'ai trois activités pour l'instant. Je suis spécialiste donc en localisation de documentation technique. Je travaille pour une société, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui est la société LanguageWire, parce que j'étais dirigeant d'une société qui s'appelait WHP, qui a été rachetée par LanguageWire. Donc, peut-être vous avez entendu parler de WHP, spécialisé dans la documentation technique et d'ITA. Donc, maintenant, c'est LanguageWire. Je suis en même temps consultant indépendant autour du contenu et de DITA. Et j'ai une troisième casquette qui n'a rien à voir ici, qui est une casquette de photographe animalier et éditeur de livres de nature. Donc, qui est une petite reconversion. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à me recontacter. Voilà. Donc, l'objectif de la conférence aujourd'hui, c'est comment optimiser l'utilisation de l'intelligence artificielle en traduction technique. Alors, je pense que vous avez tous été confronté à des dirigeants qui pensent maintenant que la traduction doit être gratuite. Parce que finalement, il suffit je pense que
ce que vous en pensez. Peut-être mettez je sais pas, un petit signe juste pour dire que c'est le cas. Mais je pense que moi, je le vois chez les clients, beaucoup de nos clients, bah, ils viennent en disant, bah, finalement, maintenant, l'intelligence artificielle, bah, tout doit être gratuit, la traduction doit être gratuite, ça marche relativement bien. Ça marche bien, donc il n'y a plus besoin de traducteur, plus besoin de tout ça, ça doit être automatique. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point auquel je suis souvent confronté dans les entreprises, on me dit il y a un groupe, l'informatique, les équipes d'informatique ont un groupe, travaillent sur un LLM. Ils travaillent sur leur propre moteur d'intelligence artificielle, et donc à partir de maintenant, c'est eux qui vont s'occuper de tout ça. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent très rapidement au début. Donc, bah, c'est le point de départ. Souvent, on commence à discuter avec les gens. Ils nous disent tout est automatique, on va y arriver. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est on va partir. Je ne vais pas vous asséner les meilleures pratiques. Ce que je vais faire, ce qu'on va faire, c'est on va bâtir ensemble, avec du bon sens. Et un peu de bon sens et de réflexion, on va bâtir un système de traduction idéal qui va mettre en place, qui va utiliser la traduction automatique. Alors, on va commencer. Bah, le point de départ, c'est on a du contenu. Alors, on a fait une documentation technique. On dit bah, cette documentation technique qui a été rédigée, souvent en anglais, très souvent en anglais. Maintenant, on va la faire en japonais. Donc, on a des clients japonais. Donc, on dit on va prendre un LLM, celui qui nous va bien, et on dit on va le demander de traduire en japonais. Voilà, on fait notre point. Donc, tout ça va très bien. Bon, la qualité est moyenne, mais on dit alors je sais pas comment on dit en français, un disclaimer, je sais pas, on va mettre un disclaimer pour dire que ça a été traduit par traduction automatique, donc on n'est pas engagé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'exemple de Air Canada. Air Canada avait fait un chatbot qui répondait à des questions. Ils avaient mis un gros disclaimer en disant c'est un chatbot, et les réponses qu'ils donnent peuvent être erronées. Voilà, décharge de responsabilité. Merci. Merci, Catherine. Donc, ils avaient mis un chatbot en disant on n'est pas engagé par la responsabilité. Donc, et le chatbot, bien sûr, a donné des réponses erronées. Et les gens ont attaqué. Donc, il y a une jurisprudence maintenant, mais qui est sur Air Canada, mais d'autres jurisprudences en règle générale. Même si on fait une traduction automatique, même si on met un disclaimer, on est engagé par la réponse que donne la traduction automatique. Et donc, dans une documentation technique, ça peut être quand même un peu gênant. S'il y a des incohérences, s'il y a des erreurs, ça peut être gênant et ça peut engager la société de façon. Alors, si on est ça dépend bien entendu du business dans lequel on est. Si on est dans les jeux vidéo, on va peut-être l'accepter. Si on est dans de l'appareillage médical, je pense qu'on a un peu plus de difficultés. Voilà. Donc la première réponse, c'est de dire finalement, est-ce que la qualité, il faut améliorer la qualité pour arriver à faire ça. Donc comment on va améliorer la qualité à ce moment-là? On va commencer par entraîner le LLM ou faire travailler le LLM avec LLM, c'est Large Language Model, c'est l'IA générative, type ChatGPT, Gemini, tous ces outils-là. Donc, on va commencer à l'entraîner avec du contenu propriétaire, avec de la terminologie, pour dire on va améliorer le résultat. Et ça améliore le résultat. Sauf que bah, il y a toujours des risques et il y a toujours le phénomène d'hallucination. Je vais prendre un exemple qui nous est propre. On traduisait des documentations dans lesquelles on parlait d'interface en machine, donc en anglais UI terms. UI terms, dans 99% des cas, c'était traduit par des termes des éléments d'interface, mais dans quelques cas où le LLM avait jugé que le contenu était plus juridique, il traduisait UI terms comme des Unemployment Insurance Terms and Conditions. Donc c'était traduit comme ça parce qu'il avait considéré que c'était plus logique dans le terme. Donc l'assurance chômage, l'assurance chômage. Donc ça n'avait rien à voir, mais c'était ce qui était. Donc on dit on va mettre la terminologie, ça va améliorer et ça améliore, mais
ça suffit pas quand même complètement. Donc, quand on va dire, ben, on va demander, on va dire la solution logique derrière, c'est de dire finalement, avant de le publier, on va quand même le revoir. On ne peut pas se permettre de le publier tel quel et on va le revoir. Donc, on va mettre quelqu'un qui va faire de la révision du contenu. Donc, il va regarder ce contenu-là, il va le corriger éventuellement avant qu'on le publie, pour être sûr que c'est correct. Donc ça va très bien. Se pose la question de savoir le process de révision, comment ça se passe, comment je le corrige, comment je le modifie. Enfin bon, il y a des petites choses comme ça. Maintenant, ce réviseur-là, c'est quelqu'un qui est très critique, parce que c'est quelqu'un dans le pays, dans les équipes pays, on n'a pas forcément toujours les ressources, elles ne sont pas forcément disponibles, elles ne sont pas payées pour ça, et c'est pas un métier, c'est pas un travail qu'elles apprécient beaucoup. Donc elles sont souvent très difficiles à motiver. Donc on va quand même essayer de les motiver. Cette personne-là va commencer à réviser, et puis elle va dire, mais attendez les gars, vous m'avez fait réviser 6 documents. Sur les 6 documents, il y a plein de chapitres qui sont les mêmes. Chaque fois, je dois les corriger dans chaque document. On va dire, ah ben oui, c'est vrai, on travaille en contenu structuré. Donc nous, on fait du reuse. Il y a plein de topics qui sont communs. Donc finalement, c'est pas les documents publiés qu'il fallait réviser. C'est les documents sources, les documents natifs. Parce que dans ce cas-là, le topic ou les warnings, c'est-à-dire les avertissements, on va les revoir qu'une fois. Donc on dit, ah ben oui, c'est très bien, c'est les ressources qu'il va aller voir. Donc on va bâtir notre truc en disant finalement, c'est pas le contenu source publié qu'il fallait traduire, c'est le contenu natif d'ITA, mais ou d'autres standards, qui est géré à partir du CMS. Donc ça va très bien. Alors pour être exact, dans ce cas-là, c'est pas exactement la traduction le réviseur va pas livrer du contenu traduit publié, il va relivrer dans le CMS qu'il va republier. Mais bon, pour des raisons de simplification, on va le présenter comme ça. Donc là, ça marche très bien. Il y a quand même un inconvénient, c'est que les moteurs de traduction, quand ils vont traduire du DITA ou du contenu tagué, avec en particulier du conditionnel, des phrases qui sont parfois un peu complexes, l'efficacité du moteur de traduction, elle est déjà moins bonne. Donc, effectivement, le réviseur ne révisera qu'une fois le contenu, mais il aura plus de mal à réviser. Et puis, le réviseur lui-même, il n'est pas forcément un expert XML, donc réviser du XML, ce n'est pas toujours très facile. Autre difficulté, le réviseur, il va dire, donc là, mettons que ça se passe bien, 3 mois après, on fait la release, et on génère la nouvelle version, et le réviseur, il va dire, mais attendez les gars, tout ça, je l'ai déjà révisé sur la version précédente. On dit, oui, mais nous, le contenu, il a été régénéré, il faut le corriger de nouveau. Alors on dit, bah, oui, dans ce cas-là, pour éviter que ça se produise, il faudrait garder la mémoire de ceux qu'on a déjà révisés. Donc ça s'appelle une mémoire de traduction. Donc on dit, bah, il faut mettre en place quelque part une mémoire de traduction. Donc à partir de là, notre workflow, il devient de ce type, il devient comme ça. C'est-à-dire que on va envoyer le contenu à la mémoire de traduction. La mémoire de traduction va analyser par rapport à la mémoire de traduction, va le faire traduire par le moteur de traduction et va l'envoyer à la révision. Là, à ce moment-là, les mémoires de traduction vont décomposer le contenu en phrases. Et quand on va travailler en mode phrase, les LLM sont beaucoup moins bons parce que les LLM travaillent sur un contenu global avec du contexte. Ils sont beaucoup moins bons que ceux qu'on avait traditionnellement, qui étaient les moteurs de traduction neuronaux, les NMT. Donc on va dire finalement la meilleure efficacité à ce moment-là, c'est d'utiliser un NMT et pas le LLM qu'on avait. Donc c'est la meilleure solution. Voilà. Donc on est sur ce point-là. On arrive à ce process-là, tout logiquement, en partant des difficultés qu'on obtient et comment on arrive à ce point-là. Qu'est-ce qui se passe après, là, à ce moment-là? Le réviseur, pareil, il va avoir toujours les problèmes de traduction de data ou de contenu structuré avec des tags qui ne seront pas forcément bons. Et le réviseur est une personne critique qui vaut cher, qui n'est pas forcément disponible. Et donc, on va dire finalement, pour tout ce qui est syntaxique et grammatical, c'est quand même de la perte du temps de faire travailler le réviseur sur de la correction syntaxique ou grammaticale, alors qu'il coûte cher et qu'il est critique. Il vaut mieux le travailler
faire travailler sur la révision de ce qui est le sujet, le métier, l'expert métier, pour être. Donc on va dire finalement, on va certainement, le mieux c'est de mettre quand même quelqu'un au milieu qui va faire de la post-édition, premier niveau de post-édition, pour dire je vais corriger déjà ce qui a été le XML, je vais corriger les grammaires et tout ça, et je vais le faire la révision après par un réviseur. Le faire la révision ou pas, parce qu'à partir du moment où ça a été revu par en post-édition, on peut dire, suivant l'exigence qualité du métier dans lequel on est, on peut décider ou pas de faire la révision. Donc voilà, donc ça, c'est, finalement, on s'aperçoit qu'on tombe sur le process actuel, à quelque chose près, ce qu'on met en place, ce qu'on a mis en place depuis quelques années. On va voir que l'IA peut apporter, mais déjà, quand on commence à partir de l'IA et qu'on commence à concevoir le système en prenant en compte les difficultés, on retombe sur des choses qui existent. Et c'est d'une certaine façon frustrant parce qu'on se dit finalement on n'a pas apporté grand-chose, mais c'est de notre côté satisfaisant quand on travaille depuis longtemps dans ce métier-là, de se dire finalement on n'était pas si con que ça. Voilà. Donc, ça, c'est le point. Maintenant, comment on s'assure que tout ça marche bien? Et entre autres, l'efficacité du système, c'est-à-dire pouvoir vraiment avoir l'efficacité de la partie intelligence artificielle, traduction automatique. Pour ça, il faut être conscient que le contenu qu'on va traduire, c'est le contenu qui a été rédigé en amont. Donc, c'est le travail sur la qualité de la rédaction et la qualité de la réutilisation de la traduction, la conformité à la terminologie, la conformité à des règles de style, qui va faire que la traduction automatique va bien se passer. Je prends deux, trois, voire même le modèle d'information. Je prends des exemples. Si vous faites du conditionnel, si vous faites, alors en français, je crois qu'on parle d'applicabilité, en fonction des différentes conditions, si c'est la phrase elle-même qui est reconditionnée, le moteur de traduction ne saura pas traduire. S'il y a des conditions au milieu des phrases, des choses comme ça. Par contre, si vous concevez votre documentation pour que les phrases elles-mêmes soient indépendantes, mais que ça soit les conditions soient à l'extérieur des phrases, là, le moteur de traduction qui traduit des phrases va pouvoir être correct. De la même façon, si vous avez l'interface homme-machine, l'interface homme-machine, si vous voulez, si les termes de votre interface, ils sont dans la documentation, ils vont être traduits par le moteur de traduction, qui lui n'a pas forcément la connaissance exacte de la façon dont ils sont traduits sur votre logiciel. Alors que si vous les externalisez et si vous mettez si vous utilisez des conrefs ou des conquirefs pour mettre la documentation à l'intérieur, là, vous pouvez garantir par structure que vos interfaces homme-machine seront toujours correctes dans la documentation traduite. Donc voilà, il y a des choses on peut travailler énormément sur le contenu pour améliorer la façon dont les points sont traduits. Donc ça signifie quoi tout ça? Ça signifie qu'il faut une gouvernance. Il faut une gouvernance assez forte. Alors, quand on est un seul rédacteur, la gouvernance, c'est assez facile. En principe, on est d'accord avec soi-même. Quand on est plusieurs rédacteurs, il faut mettre en place une gouvernance au niveau de la terminologie, des règles de style, des choses pour s'assurer que, justement, tout ça, on va respecter ces bonnes pratiques de façon à ce que les moteurs de traduction automatique fonctionnent bien et que tout fonctionne bien derrière. Donc, ça, c'est le point clé. Mais vous voyez qu'on arrive finalement beaucoup à notre système actuel sans avoir forcément remis en cause avoir mis beaucoup d'intelligence artificielle dans les tuyaux. Donc, ce n'était pas le but du webinaire. Le but du webinaire, c'est de montrer qu'est-ce que l'intelligence artificielle, là, on arrive simplement peut apporter, alors que là, on arrive simplement à dire, voilà, notre système, finalement, il ne fonctionne pas si mal que ça et on peut travailler. On a de l'intelligence artificielle au niveau des réseaux neuronaux, mais pas forcément plus que ça. Donc, on va passer maintenant à voir ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans ces process-là pour que ça marche mieux. Donc, pour ça, on va nettoyer un petit peu l'écran pour l'afficher un peu mieux. Voilà. Et on va reprendre le même, mais un peu plus propre. Voilà. Donc, on a de nouveau notre système, c'est le même. Donc, maintenant, où c'est qu'on va retrouver de l'intelligence artificielle là-dedans? On va premièrement avoir de l'intelligence artificielle au niveau de la rédaction.
Donc la rédaction, on peut, à partir, on voit des systèmes de rédaction maintenant de plus en plus qui travaillent d'intelligence artificielle, qui vont pouvoir être capables de récupérer des informations produits, se connecter à des éléments de type Product Information Management, des PIM, pour arriver à générer de la documentation technique, à partir de documents de conception, à partir de choses, pour arriver à rédiger le contenu. Et rédiger du contenu DITA, d'ailleurs, ça fonctionne relativement bien. Moi, j'utilise régulièrement mon moteur préféré pour écrire mes sources DITA, et ça marche relativement bien. Donc ça, mais c'est pas l'objet tellement, on n'est pas dans la traduction, là, on est dans la rédaction de contenu. Maintenant, quand on va passer à la rédaction, où c'est qu'on va pouvoir trouver de la traduction, on va trouver de l'intelligence artificielle. On va pouvoir trouver de l'intelligence artificielle, on en trouve déjà dans la partie gouvernance. Les rédacteurs ont rédigé du contenu. Il peut y avoir des rédacteurs, parfois même non, on va dire, souvent on est sur du contenu anglais, les rédacteurs parfois ne sont pas anglophones. Donc on peut avoir des rédacteurs ou même sont parfois dans des pays un peu lointains. Donc on peut avoir des règles d'intelligence artificielle pour contrôler si le contenu est bien conforme à nos règles de fonctionnement. Donc ça, c'est par exemple, on a des outils pour est-ce que les règles, alors sans aller jusqu'à du STE, Simplified Technical English, mais on peut avoir des règles de ce type-là, et les outils vont pouvoir nous dire, l'intelligence artificielle va pouvoir nous dire ça c'est conforme, ça c'est pas conforme, et va pouvoir même aller plus loin, va pouvoir faire du refactoring, c'est-à-dire va pouvoir proposer des rédactions, de corriger la rédaction pour proposer des rédactions qui soient conformes. En disant, ben voilà, vous avez rédigé ça, on a bien compris ce que vous vouliez rédiger, et on vous propose de le rédiger comme ça. Alors parfois, couper des phrases, changer un terme, changer des choses pour dire, pour être conforme aux règles. Donc ça, c'est des choses qui commencent à exister. Beaucoup y travaillent, on n'est pas encore à des niveaux très élaborés, mais ça commence à exister. Mais encore une fois, ça doit se baser sur une gouvernance. Si vous n'avez pas la gouvernance, si vous n'avez pas si vous n'avez pas défini ces règles, vous ne pourrez pas avoir de système qui va vous dire comment le mettre en place avec ces règles-là. Donc ça, c'est le premier niveau. Un deuxième niveau, encore plus, peut-être un peu plus pointu, c'est-à-dire finalement ce qu'on va traduire. Vous allez, on sait tous très bien qu'il y a plein de façons de rédiger les phrases qui vont dire la même chose. Et elles peuvent être toutes conformes au guide de style. Mais il se trouve qu'on en a déjà traduit une et que voilà, autant qu'on réutilise celle qu'on a déjà traduite. Donc là, c'est l'intelligence artificielle pour identifier les phrases ou le contenu qui existe, qui a déjà été traduit, et dire finalement, si vous rédigiez votre phrase, la phrase que vous avez rédigée, si vous la rédigiez comme ça, elle serait déjà, elle existe déjà même en traduction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, il y a des grosses sociétés, avant même l'intelligence artificielle, qui avaient mis en place des thésaurus très précis, et les rédacteurs techniques n'avaient pas le choix que d'utiliser des morceaux de phrases ou des phrases qui existaient déjà dans une grosse base de données. Je prends des exemples. Un gros constructeur automobile français, qui maintenant est devenu global d'ailleurs, avait mis en place les rédacteurs techniques ne pouvaient utiliser ils avaient tout un thésaurus de phrases possibles pour les méthodes de réparation, et ils ne prenaient que des morceaux de ces phrases-là pour bâtir leur documentation. Ça avait des contraintes assez importantes pour le rédacteur technique, mais ça fonctionnait, c'est-à-dire que le contenu en rédaction devenait très, très faible. Donc ça n'existe pas encore à ma connaissance. Ça n'est pas encore en production à ma connaissance. C'est des choses qui existent, qui peuvent exister, et notamment les fournisseurs de systèmes de mémoire en traduction devraient pouvoir permettre d'améliorer le contenu
du source qui a été rédigé pour améliorer ce qu'on appelle le leverage, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait plus de réutilisation des mémoires de traduction. Donc ça, c'est un premier niveau. Donc là, on est encore dans la gouvernance. Ça nécessite de gouverner correctement la terminologie, ça nécessite de gouverner, de savoir les mémoires de traduction, le CMS, les règles de style, tout ça. Et donc, on peut s'appuyer sur des moteurs génératifs pour aller améliorer les contenus de ce côté-là. Les technologies existent. Maintenant, c'est de l'intégration de systèmes, c'est de l'intégration et c'est des développements qui sont d'ores et déjà en cours. Donc là, on était encore dans la partie rédaction. Donc maintenant, si on regarde la partie aval, la partie en traduction, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, on va certainement pouvoir mettre en place de l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Quand en travaillant en post-édition, on a des métriques dans notre métier. On dit en règle générale, en post-édition, un traducteur qui fait de la post-édition ou un post-éditeur, c'est parfois des métiers légèrement différents, mais pas forcément complètement différents. Il va gagner, on dit entre 30 et 40%, c'est-à-dire qu'on va 30-40% de productivité gagner. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en moyenne, il va passer 40% de temps en moins. Mais ça ne signifie pas que toutes les phrases, il va passer 40% de moins. Ça signifie qu'il va y avoir 70% des phrases qui vont être correctes. Donc le post-éditeur, il va dire ça c'est correct, ça c'est correct, ça c'est correct, ça c'est correct. Et il y aura une phrase sur 10, par exemple, ou deux phrases sur 10, mettons 2 phrases sur 10 dans lesquelles ce n'est pas tout à fait correct, il va corriger légèrement pour améliorer la phrase. Et il va y avoir une phrase sur 10 où il va complètement rédiger la phrase parce que le moteur de traduction s'est trompé, parce qu'elle était ambiguë, parce que c'était pas clair. Voilà. Donc c'est ça qui fait la moyenne de traduction. Donc en fait, il va passer une grande partie de son temps à vérifier des phrases et pour dire cette phrase-là, elle est bonne, cette phrase-là, elle est bonne, cette phrase-là, elle est bonne, cette phrase-là, elle est bonne. Et là, ce que je propose, ce qu'on propose, ce que la profession commence à proposer, c'est de dire finalement, toute cette analyse pour dire cette phrase est bonne, cette phrase est bonne, cette phrase est bonne, là, on peut utiliser un LLM et dire à un LLM, analyse ces phrases et dis-nous les phrases dont tu es sûr qu'elles sont bonnes et les phrases dont tu n'es pas sûr qu'elles sont bonnes. Donc, c'est en plus de la traduction du moteur de traduction neuronal, en sortie, on va avoir un LLM qui va reprendre toutes ces phrases et dire celle-là elle est bonne, celle-là elle est bonne, celle-là elle est bonne, celle-là je suis pas sûr, celle-là elle est mauvaise, pour mettre un indicateur de qualité. Et donc, du coup, le traducteur qui va travailler en post-édition, on ne va lui soumettre que les phrases dont on est sûr, dont on pense qu'elles ne sont pas bonnes. Donc, ça lui fera gagner tout le temps où qu'il passait à vérifier les phrases et tout le travail qui n'était pas intéressant pour le traducteur. C'est-à-dire que le traducteur, de passer en revue tout un contenu pour dire cette phrase-là, elle est bonne, cette phrase-là, elle est bonne, cette phrase-là, elle est bonne, et ainsi de suite, c'est pas forcément le travail le plus valorisant et le plus gratifiant. Donc, on va lui permettre de travailler sur ce point-là. Donc, ça, c'est le point. Et ça, c'est comment on va avoir un scoring à la fin, le LLM qui va vérifier va donner un score à chaque segment. On peut très bien définir là aussi en gouvernance, on peut définir le niveau qu'on tolère. C'est-à-dire que si on est sur un jeu vidéo, si on est sur une documentation de logiciel B2C, pas très critique, on va pouvoir être tolérant sur la qualité, c'est-à-dire quand le LLM il va dire bah, c'est à peu près bon, on va dire c'est bon, tu fais passer. Si on est dans un domaine de medical device, on va mettre certainement un niveau critique beaucoup plus élevé. Voilà. Donc ça va permettre d'améliorer de façon significative la productivité du post-éditeur. Alors, on commence à le voir, on parle de quality evaluation. Donc, on a du quality evaluation. Alors, je ne sais pas comment. Il y a plein de termes suivant les fournisseurs, mais ça finit en général par QE. Donc, QE. Quality Evaluation. Donc, c'est des techniques qui vont permettre d'évaluer la qualité de retour et en fonction de cette qualité, de définir. On peut avoir une qualité globale qui va permettre de valider l'efficacité d'un moteur de traduction, mais il peut y avoir une qualité élémentaire qui va pouvoir définir des workflows pour les différents segments.
Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir améliorer pas mal. Donc ça, c'est sur la partie post-édition. Maintenant, quand on passe à l'étape suivante, on peut faire la même chose pour l'étape révision. C'est-à-dire qu'on peut dire à partir de là, réappliquer un LLM après la partie post-édition pour dire là, il y a pas de difficulté, on est bon, on n'est pas bon, il y a toujours des risques, des phrases qui sont plus importantes, qui sont un risque ou des termes métiers. Donc là aussi, un LLM peut améliorer sur la partie révision. Donc on peut définir des workflows différents au niveau des segments ou des workflows différents par type de document. On peut très bien dire un document d'installation, il faut que ça soit parfaitement juste parce que les gens vont se planter. Si c'est un document, un complémentaire, une best practice, un truc en plus, on peut tolérer qu'il y ait quelques écarts. Voilà, c'est du réglage qu'on peut faire. Voilà, donc là, on peut décider d'envoyer ou pas en révision complète, ainsi de suite. Et donc tout ça, c'est ce que je disais, c'est aussi de la gouvernance. C'est aussi important, c'est-à-dire que c'est pas... euh, imaginez que vous travaillez avec un partenaire qu'on appelle un LSP, Language Service Professional, ou le partner, comme on veut. C'est pas lui qui va faire, c'est aussi l'entreprise qui doit gouverner, qui doit piloter ce process-là. Donc on ne va pas envoyer en traduction et dire renvoyez-nous la traduction, on va envoyer la traduction en disant c'est moi qui pilote le niveau de qualité que je tolère et le niveau de qualité que je tolère à chaque niveau. Avec un compromis coût. C'est-à-dire que voilà, on peut régler à ce point-là, dire je tolère, je mets des seuils plus ou moins élevés, ça va me donner une qualité ou un risque plus important sur la sortie, mais ça va me donner des réductions de coûts. Donc tout ça, ça peut s'arbitrer. Donc c'est là aussi, c'est quelque chose qui appartient à l'entreprise de gouverner son niveau de qualité, son process. De la même façon qu'on le gouverne en rédaction, on va le gouverner à ce niveau-là. Donc ça, c'est des choses toutes ces fonctions-là d'optimisation par intelligence artificielle, c'est des choses qui existent ou qui existeront, qui sont dans les tubes, qui vont exister ou qui peuvent exister suivant les intégrations. Voilà. Donc, quand on regarde la partie rédaction, l'optimisation au niveau de la rédaction, en partant d'un contenu qui n'a pas de gouvernance, et je vais être très clair là-dessus, il y a très très peu de sociétés qui mettent en place une vraie gouvernance au niveau du contenu. C'est malheureusement, sans se rendre compte malheureusement de l'importance que ça a. De définir exactement le contenu, quelles sont les règles qu'on applique, optimiser la réutilisation, la structure de contenu, la terminologie, s'assurer que la terminologie est univoque, parce que plus la terminologie est équivoque, plus il y a de risques, bien évidemment, en traduction automatique. Donc ça, c'est vraiment... quand on parle par rapport à des gens qui ont de contenu non gouverné, je dirais, si on met en place une gouvernance, et en particulier assistée par l'intelligence artificielle, on peut gagner plus de 50% du contenu à traduire. C'est-à-dire que quand on est sur du contenu structuré comme Edita, en fait, ce qu'on envoie en traduire, ce sont les nouveaux topics. On n'envoie pas à traduire, bien évidemment, les topics qui ont déjà été traduits. Donc, quand on traduit les nouveaux topics, on peut garantir que ces nouveaux topics, on aura 50% de contenu en moins, parce qu'on va réutiliser des mémoires de traduction, parce qu'on aura un meilleur contrôle, et on va gagner aussi en efficacité de la mémoire, en efficacité de la traduction derrière, si on a de bon contenu. Et sur ces 50% de contenu qu'on va envoyer à traduire, on va pouvoir avoir 40% de réduction d'effort en travaillant sur la partie, en mettant en place ce qu'on appelle le MTQE ou enfin, tout ce qui est évaluation de qualité et la définition en fonction des critères de qualité. Donc là, on va pouvoir... et donc, quand on combine tout ça, c'est-à-dire qu'au final, on peut gagner 70% du coût de la traduction. Du coût de la traduction, oui, ou de l'effort de traduction par la mise en place de ces systèmes-là. Mais c'est, encore une fois, ce n'est pas
ce n'est pas de la magie en disant je vais faire passer un système d'un à l'autre. Quand on repart du point de départ, on s'aperçoit qu'on est obligé de reconstruire un système comme ça, et en contrôlant le process, on s'aperçoit qu'on peut optimiser le point, et en plus on a des métriques à tous les niveaux qu'on peut optimiser, et on peut définir à tous les niveaux ce qu'on peut optimiser, et un process de maturité, pouvoir augmenter cette réduction de coûts ou d'efforts. Mais ça nécessite quand même un système assez important. Maintenant, un bénéfice qui arrive avec ça, on va passer à un niveau au-dessus. Donc, on a notre process de traduction. On a mis en place traduction technique, on a tout ce qui va bien, on a bien optimisé, et on a notamment notre moteur de traduction automatique avec le NMT et le LLM pour vérifier, pour évaluer la qualité. Maintenant, on est dans une entreprise. L'entreprise, il n'y a pas que la documentation technique. L'entreprise, il y a aussi des gens qui travaillent sur des mails, qui rédigent des documents, qui rédigent des choses comme ça, et qui ont envie de faire traduire. C'est-à-dire qu'ils rédigent quelque chose en français ou en anglais, ils veulent l'envoyer à leur partenaire japonais, ainsi de suite. Donc ça, on peut très bien, tout ce qu'on a développé dans la partie documentation technique peut être réutilisé à travers maintenant des API, des interfaces de connexion. On peut l'utiliser directement dans l'environnement de travail de tous les employés de l'entreprise. Donc ça s'applique, mais ça s'applique pour cette partie-là, mais ça peut s'appliquer dans plein d'autres systèmes. Vous avez la formation aussi, on fait des contenus de formation, on va vouloir traduire ce contenu de formation, mais bien évidemment, on va bénéficier de cet environnement-là. Et toutes les autres fonctions de l'entreprise, je ne sais pas où je suis parti, voilà, je suis là, toutes les autres fonctions de l'entreprise vont en bénéficier. Dominique, ouais. le partage de contenu est terminé a priori. Ah, c'est bien ce qui me semblait, qu'il y avait un truc qui avait changé. Donc, je vais revenir. Mon partage de contenu, pourquoi il a disparu? J'ai dû cliquer sur un truc que j'aurais pas dû. Voilà, il doit revenir, par magie. Voilà. Donc, il y a ces contenus-là vont en bénéficier. Voilà. Et puis, il y a tous les autres contenus de l'entreprise vont en bénéficier. Et tous les systèmes maintenant des entreprises, beaucoup de systèmes ont, si vous achetez un CRM par exemple, tous les CRM vous permettent de traduire. Si vous voulez faire un mailing à vos clients, ils vont faire une pré-traduction de votre mailing. Et ils ont tous des API qui permettent d'interconnecter à ce point. On appelle souvent ça, dans le domaine, dans ces outils-là, appelle souvent ça du translation as a feature. C'est-à-dire dire, je rajoute une fonctionnalité de traduction à l'intérieur de tous les outils métiers. Donc un intranet, on a des fournisseurs d'intranet autour de la table là, donc ça peut être intégré dedans. Des conférences, il y a des outils de vidéoconferencing qui, entre autres ceux que fournit LanguageY, où le patron peut faire la conférence interne en anglais et puis tous les employés vont l'avoir dans leur propre langue. Donc tout ça peut s'appuyer sur des moteurs de traduction instantanés. Donc ça, c'est la partie interne. Donc la partie interne, ça ne pose pas trop de problèmes, d'autant plus qu'il n'y a pas de problème de responsabilité en interne. C'est des outils, on peut gagner de la productivité. Maintenant, quand on va aller à l'extérieur, là, on retombe sur des problèmes de responsabilité. Si on veut faire, par exemple, on va avoir des réseaux sociaux, du helpdesk et un chatbot. Et là on va retomber sur un problème de responsabilité. Si on retombe dans le chatbot, on va donner des informations à un client. Et donc, c'est là que c'est important de nouveau d'avoir la partie évaluation de qualité et réglage de cette évaluation de qualité. C'est-à-dire de dire le chatbot ou le helpdesk. Par exemple, prenons l'exemple du helpdesk. Le helpdesk, on va pouvoir dire j'ai traduit la requête du client, le client japonais, il a fait une requête, j'ai traduit la requête, je propose cette réponse-là en japonais, donc ça passe par l'anglais, et on dit je suis confiant à 90% de ma réponse.
on va pouvoir dire, dans 90%, je peux la publier. Si je suis en dessous de 90%, on va dire, je ne la publie pas, je passe par un agent de helpdesk qui va vérifier la réponse. Oui, donc au-delà de l'aspect, je sais faire une traduction qui est d'assez bonne qualité, on peut définir, à partir du moment où on a l'évaluation de la qualité, on peut dire, je ne laisse passer que ce qui est à un certain niveau de qualité. Donc c'est ça qui est important et c'est ça que le LLM, au-delà d'un deuxième LLM, même si on fait traduire par un premier LLM ou par un premier moteur de traduction automatique, avoir un deuxième LLM derrière pour faire l'évaluation de la qualité de la sortie va permettre de gagner énormément et de permettre d'avoir ce réglage en fonction de la qualité obtenue. Donc ça, c'est des choses qu'on peut permettre, voilà, on peut dire, le chatbot, pareil, on peut très bien dire, si c'est moins de 90%, on dit je n'ai pas la réponse, veuillez contacter le helpdesk, veuillez ça. Alors que si on est à plus de 90%, on va dire voilà la réponse parce qu'on a la confiance. Alors j'ai pris 90% comme exemple, ça peut être 95, 99, tout dépend des réglages qu'on fait avec les indicateurs qu'on a. Mais c'est ça qui est extrêmement important. L'intelligence artificielle, les moteurs de GenAI vont pouvoir donner une mesure et un indicateur de qualité. Après, on va pouvoir faire de la gouvernance à un niveau plus élevé aussi, de dire, bah, avec tous ces réseaux-là, on va pouvoir voir tous les contenus qui n'avaient pas un bon niveau de qualité, essayer de comprendre pourquoi et améliorer ce niveau de qualité-là. C'est-à-dire que le helpdesk, on s'aperçoit que le helpdesk, dans 50% des cas, le helpdesk n'arrive pas à la bonne qualité. On va pouvoir faire un travail spécifique pour dire, sur le japonais, le helpdesk, c'est critique, il faut qu'on améliore le niveau de qualité. Et on va travailler à ce moment-là sur le moteur de traduction pour savoir comment améliorer la traduction sur le japonais. Voilà donc globalement le point. Donc j'en arrive à la conclusion. Donc vous voyez qu'on est parti. Il n'y a pas de truc magique en disant il y a des technologies qui vont tout résoudre, tout ça. On est parti du point de départ. On essaie de tout traduire en traduction automatique, et puis chaque fois, oui, mais là, il y a des contraintes, et on trouve des solutions à ces contraintes-là. Et puis à la fin, bon, on a des bénéfices qui viennent pour le reste de l'entreprise, qui viennent par la suite. Donc si je résume, à court terme, c'est les processus actuels qu'on va optimiser par l'IA. Les processus actuels, ils sont dérivés de nos façons de travailler. De la même façon, on pourrait très bien imaginer, on pourrait très bien dire pourquoi finalement faire du contenu structuré alors qu'avec l'IA, on pourrait générer plein de contenu et tout ça. On s'aperçoit que si on veut de la qualité, si on veut de la garantie, si on veut de la fiabilité de la documentation, on va être obligé de passer par du contenu structuré. On y est arrivé par une règle et l'intelligence artificielle ne nous permet pas encore de nous affranchir de ces points-là. Deuxième point qui est extrêmement important, l'intelligence artificielle va nous fournir, si on a de la gouvernance de contenu et processus, va nous apporter encore plus de valeur autour de cette gouvernance du contenu et des processus. On va pouvoir améliorer le contenu et on va pouvoir maîtriser les processus et adapter les processus au niveau de performance de l'intelligence artificielle. Donc, on va pouvoir vraiment configurer le point. Et donc, cet ensemble va bénéficier à toute la société par la suite. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose qui est fait dans le coin de la documentation technique. La documentation technique va pouvoir va pouvoir apporter un peu plus de valeur au reste de l'entreprise à travers ces systèmes-là. Alors, est-ce qu'à moyen terme, ça va être le cas? À moyen terme, il est vraisemblable que l'intelligence artificielle va révolutionner beaucoup plus toute la documentation. Mais vous avez vu le point de départ de la réflexion, c'est l'engagement de fiabilité, de qualité du point. Pour faire l'analogie avec les voitures autonomes. Les voitures autonomes, la technologie, elle est prête ou elle était prête depuis quelques années.
La limitation, c'est la loi autour de ça, la jurisprudence. Qui est responsable de quoi, comment? Là, tant qu'on est en disant la société qui publie son contenu est responsable de la documentation, si la documentation reste, tant qu'on aura ce point-là, on aura on restera sur des processus de ce type-là. Si jamais, et je dirais la tendance est plutôt dans ce sens-là, puisque la directive machine, tous ces éléments-là font que on renforce les aspects réglementaires au niveau de la documentation. Si jamais on enlevait cet aspect réglementaire, là, effectivement, on pourrait envisager des choses complètement automatiques si on enlève cette responsabilité élémentaire. C'est-à-dire, si on commence à dire, vous pouvez fournir la documentation est un plus qui permet ça, mais c'est pas fondamental, c'est pas critique, vous n'êtes pas engagé par la qualité de votre documentation, ce que font certains fournisseurs chinois. On pourrait envisager de changer complètement, de revoir complètement les processus. C'est peut-être vers là que ça ira, mais pour l'instant, tant qu'on est sur nos contraintes, je pense que dans les 4 à 5 ans, 5-6 ans à venir, on restera sur des processus comme on a pour l'instant, qui seront optimisés par la traduction automatique. Je crois que tous les fabricants, ils sont là. Voilà, ben, je suis au bout, donc je peux prendre les questions. Tu sais, Andrew, vas-y, ouvre ton micro, hein, tu as un système de poser la question directe. Oui, bonjour, bonjour Dominique. Super, merci. Oui, juste, est-ce qu'on peut mettre un genre de disclaimer pour dire que le contenu est automatiquement traduit afin d'éviter des situations comme, je ne sais plus, il y avait une entreprise en Canada, je crois que c'était, qui donnait des billets gratuits. Et Oui, c'est ça, c'est le truc Air Canada. Alors, tu peux le mettre, ça ne fait pas de mal. Au niveau image de marque, c'est quand même important. Je pense que c'est important s'il y a du contenu qui n'est pas forcément très bon, de pouvoir dire attention, il a été traduit automatiquement, c'est quand même pas nous qui l'avons fait, mais la société reste engagée. Donc, ce n'est pas parce qu'on aura mis le disclaimer sur un plan légal que la société ne sera pas engagée. Sur un plan image de marque, ça peut être le cas. Si vous prenez la documentation Microsoft, par exemple, vous verrez que Microsoft a le disclaimer qui dit attention, cette documentation a été traduite automatiquement. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez revenir à la documentation en anglais. En général, tu as un bouton qui permet de revenir à la documentation en anglais et dire c'est celle-là qui fait référence. Donc, c'est sur un plan expérience utilisateur, c'est mieux, je pense, de le mettre, le disclaimer, dans tous les cas, mais je pense, mais ça n'enlève pas l'engagement juridique, l'engagement légal. Ok, c'est bien à savoir. Okay. Donc, et donc, en particulier, si tu prends, alors toi, tu n'es pas dans un environnement réglementé, mais il y a des gens autour de la table, je vois Annette qui est dans le medical device. Dans le medical device, le juridique et comment on appelle ça, les affaires réglementaires ne laisseront jamais passer ça, même avec un disclaimer. Je confirme, oui. Voilà, donc c'est des points, mais c'est un peu la même chose sur la révision, c'est-à-dire que la révision, qui est la révision linguistique in fine, qui est une façon de garantir la qualité, ça fait partie des processus qualité obligatoires pour l'instant dans les industries réglementées. Peut-être que là aussi, ça va s'alléger parce que les systèmes informatiques vont rentrer dans les mœurs. Petit à petit, il y aura de la pression des différents fournisseurs et les autorités de réglementation, de contrôle vont être un peu plus tolérants, mais ça met du temps. Donc, c'est pour ça que je veux dire, 4 ou 5 ans, pour moi, et en plus, on n'est pas dans des quand on regarde, finalement, on a l'impression que notre métier évolue vite. Il évolue pas si vite que ça. Si on regarde la façon dont on travaille, la façon de travailler il y a 4-5 ans, ça n'a pas changé énormément. Donc, ça évolue constamment, mais ça évolue pas quand même à une vitesse fabuleuse. Donc, c'est pour ça que de dire 4 ou 5 ans, on a encore les processus actuels qu'on va améliorer avec de l'IA un peu partout. Je pense que c'est très raisonnable. Donc, s'il y a des gens qui se posaient la question de dire j'abandonne tout DITA, je vire tous mes rédacteurs techniques, tout ça, je pense qu'il faut attendre un tout petit peu. Voilà. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques? J'avais une autre question, oui. Excuse-moi, mais
dans la procédure là que tu proposais, tu parlais d'utiliser les IA d'abord pour faire le post-editing et même pour faire une partie de la révision de traduction. Euh, Comment on peut faire en sorte que le IA puisse corriger ce qui a déjà été fait par LLM? Non, elle va pas corriger. J'étais peut-être pas précis de ce côté-là. Elle va identifier les segments qui n'ont pas besoin, qui sont bons, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'être revus par un traducteur. On va faire justement de l'évaluation de qualité. Elle va dire, là, les moteurs de traduction, pour l'instant, ils te donnent un résultat, mais ils ne te disent pas si ce résultat, ils en sont contents ou pas. Donc, en mettant un LLM derrière, tu peux dire pour chaque segment, celui-là, il est bon, celui-là, il n'est pas bon. On n'est pas sûr qu'il soit bon. Donc, et tu n'envoies, c'est un filtre, si tu veux, qui va dire, ceux-là, je n'ai pas besoin de les revoir par un post-éditeur, ceux-là, il faut qu'ils soient revus par un post-éditeur. Il ne va pas les corriger, pas encore. Ah, ok. Peut-être que demain, il pourra, mais finalement, si demain, il peut le faire, la correction automatique, pourquoi ne pas l'intégrer dans la partie automatique en amont? Donc ça, c'est simplement de dire, je mets un deuxième moteur derrière pour aller vérifier le premier producteur, pour mettre une mesure de qualité qui va permettre de faire, premièrement, un filtre, pour améliorer, dire le workflow, je l'envoie en traduction, j'envoie en post-édition ou pas, et qui va pouvoir faire une évaluation globale et pouvoir donner même au niveau de la gouvernance, de dire finalement, je m'améliore, j'étais à 90% sur mon moteur de traduction automatique, maintenant j'ai amélioré la terminologie, j'ai amélioré ma rédaction, et je m'aperçois que je suis passé à 94%. Donc, on va pouvoir avoir des métriques de ce type-là. Toujours pareil, ça va donner des trucs de gouvernance. Ok, je comprends mieux. Merci. Voilà. Et pareil en révision derrière. Oui. Peut-être que demain, on en viendra à dire, à cascader, mais ça va être à l'intérieur des moteurs de traduction. On va pouvoir cascader des moteurs, peut-être pour améliorer les fabricants de moteurs de traduction. Ils y travaillent, mais pour l'instant, c'est pas. Voilà, comme je le disais, une fois qu'on a décomposé en phrases, on s'aperçoit que les moteurs de traduction de type neuronaux fonctionnent mieux que les moteurs de traduction de LLM. Parce qu'eux, ils travaillent davantage sur un contexte général, mais en les combinant. Voilà, mais utiliser un troisième, un nouveau moteur derrière, indépendant, pour aller faire l'évaluation est toujours une bonne pratique. Il va permettre de... Ok, merci. Et Dominique, si je peux rebondir sur la question de John, sur quels critères, du coup, se baserait le moteur de LLM pour valider le fait que le segment soit parfaitement acceptable en l'état? Est-ce que ce sont des critères sémantiques, des critères de terminologie, enfin, c'est l'utilisateur qui les définit, en fait. Non, ça peut être aussi parce que tu donnes encore plus il a les moments en traduction, il a encore plus déjà de dire ceux-là c'est vraisemblable. Il y a du machine learning, il peut avoir ça peut être plus que du LLM, ça peut être du machine learning aussi, parce qu'il sait que tous ces segments-là, quand ils ont été revus par un post-éditeur les dernières fois, ils n'ont pas été corrigés. C'est ceux qui avaient cette règle-là, ces patterns. Donc tu peux, c'est la partie. Comment dire, amélioration. Souvent, il faut raisonner le LLM, il va travailler, c'est Fabrice, je crois que Lacroix de Fluid Topics qui avait donné l'image, c'est de dire un LLM, pour raisonner comment va fonctionner le LLM, vous dites c'est un étudiant de master qui a la tête bien faite, mais qui connaît pas tous les trucs. Donc vous lisez des règles, et puis il a tout le temps qu'il veut, tout le contenu qu'il veut, il va pouvoir faire tourner ça. Là, il va pouvoir, pareil, il a tout l'historique des traductions, il a une mémoire de traduction, il a les trucs, et il va pouvoir dire avec tout ça, avec ses dictionnaires, avec tout ça, il va pouvoir dire celui-là c'est bon, celui-là c'est pas bon. C'est avec un, il y a toujours une part de risque autour de ça, mais qui devient complètement maîtrisé. Parce que pour l'instant, le point, c'est vraiment ça, c'est un traducteur qui fait de la post-édition, il y a 60%, 70% des segments qu'il va corriger qui sont bons. Il va dire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Et donc, c'est ce travail-là qu'on veut lui enlever. Ce n'est pas le travail de rédaction. Et ce travail-là, les moteurs fonctionnent très, très bien de ce côté-là.
Donc, je veux dire, là, il n'y a pas de doute de ce côté-là. Il y a des sociétés, et pour n'en nommer qu'une, il y a LanguageWise qui a cette solution-là. Ça fonctionne, ça donne de très, très bons résultats. Dans la mesure. Mais la partie quality evaluation de la partie traduction automatique, c'est des choses qui sont en académie, ça fait déjà 4 à 5 ans qu'on y travaille dessus. Donc on voit, il y a beaucoup de littérature autour de ça. Maintenant, on rentre dans des choses beaucoup plus précises et qui rentrent en production pour permettre de gagner de la productivité. D'autres questions? Il y a Annette qui écrit « Est-ce que l'IA peut nous aider à définir, compléter les règles de style, etc. pour améliorer la gouvernance et la qualité en donnant le corpus existant en input ?» Oui, en théorie, oui, parce que sur le méthode avec les RAG, le Retrieval Augmented Generation, si tu lui fournis un contenu corpus, à condition que le corpus soit de bonne qualité, c'est-à-dire que je pense que si tu jettes tout le corpus, ça va pas forcément donner grand-chose, mais si tu dis j'ai du corpus, un corpus élémentaire dont je pense qu'il est bon, je pense on doit pouvoir avoir un outil de génération qui va pouvoir dire, proposer des améliorations de la rédaction en fonction du corpus. Mais je pense que la qualité du corpus de référence doit être assez bon. Mais ça doit marcher, je dirais. Il y a quelque chose qui marche très bien d'ailleurs pour l'amélioration de la qualité, je reviens à mon dada, c'est la revue entre pairs. C'est que les rédacteurs se relisent eux-mêmes mutuellement, comme on fait pour le logiciel, les revues entre pairs dans le logiciel, faire la même chose au niveau des rédacteurs techniques, c'est extrêmement valorisant. Je l'ai mis en œuvre chez pas mal de clients et ça donne de très très bons résultats. Au-delà de l'IA, c'est l'intelligence naturelle, on va dire. Très bien, ben, je vous propose qu'on en reste là pour l'instant. Donc l'enregistrement sera disponible. Avec un peu de chance, je travaille avec mon moteur d'IA préféré pour rédiger un article automatiquement à partir de la présentation. On va voir ce que ça donne si l'IA permet de faire ça. Et dans ce cas-là, l'article sera publié sur le site web de l'association. Et quel est ton moteur d'IA préféré? Bon, je travaille avec Gemini et ChatGPT. Je n'utilise pas Grok parce que ça donne des résultats, paraît-il, un peu surprenants. Très bien. Bah, merci à tout le monde et puis à très bientôt. Et n'oubliez pas la conférence de janvier. On espère vous y voir très nombreux. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci, au revoir.